Alors, Bitcoin et blockchain, alors on va plus parler de blockchain que de Bitcoin. Bitcoin, je pense qu'on a déjà pas mal abordé le sujet. Qui est familier un peu avec la blockchain, avec la notion de blockchain? Alors, qui est capable, alors, je vais la formuler autrement, j'aurai peut-être moins de mains levées, mais qui est capable d'expliquer simplement ce qu'est la blockchain? Ah bah j'en ai quand même deux, pas mal. Je ne sais pas lequel de vous deux veut s'exprimer en premier. Non, c'est tout en haut à gauche. Ça marche. Je vais te passer le micro. Tiens, d'accord. Bon, j'ai l'idée claire en tête, mais ça va être un peu dur d'expliquer. Je vais peut-être prendre un exemple. Oui, bien sûr. Pour, par exemple, le système actuel, par exemple, pour acheter une baguette de pain. Du coup, on va payer, par exemple, avec une carte bancaire. Et du coup, il va y avoir la banque qui va jouer le rôle d'intermédiaire. Sauf que du coup, avec la crypto-monnaie, la banque sera supprimée. Et du coup, chaque transaction va être inscrite dans un bloc. Ouais. Donc un bloc qui est renouvelé toutes les 10 minutes, je crois, pour le cas du Bitcoin. Et du coup, il y aura aussi un rôle des mineurs qui du coup va miner ces blocs et qui va faire que du coup la transaction sera validée. C'est très bien expliqué. Non mais c'est ça. C'est-à-dire que, alors je vais peut-être le redire avec d'autres mots, mais c'était très bien dit. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est justement, comme il a dit, d'enlever l'intermédiation bancaire. Donc à partir de là, il nous faut une sécurité. Donc on peut transférer de l'argent. Maintenant, il faut que tout ce transfert d'argent soit sécurisé. Bon, pour donner peut-être un autre exemple, c'est-à-dire, par exemple, j'ai un fichier de transaction, donc à chaque bloc. Donc blockchain signifie chaîne de blocs, et donc chaque bloc correspond finalement à un ensemble de transactions qui ont été effectuées sur cette blockchain. Et donc cet ensemble de transactions, avant d'être validé, de passer au bloc suivant, donc il y a les mineurs qui vont venir écrire toutes les opérations qui ont été faites. Alors, comment ça se fait? Enfin, comment on peut expliquer ça rapidement par un exemple? C'est-à-dire qu'il y a un fichier donc, de transaction qui est envoyé à tous les mineurs. Et donc le premier, pour vulgariser un peu, mais pour le premier qui va être capable de rédiger et de résoudre l'équation de toutes ces transactions, va être rémunéré, va renvoyer, va répondre à tout le monde, va faire un mail répondre à tous par exemple, et donc va renvoyer lui toute sa fiche avec la réponse aux équations. Et une fois que c'est validé par les autres mineurs, hop, c'est envoyé, tout le monde actualise son fichier et derrière on valide la transaction, on valide le bloc et on passe au bloc suivant. Je ne sais pas si c'est clair, parce que c'est quand même assez complexe au départ à essayer de comprendre. Est-ce que c'est compris, ou est-ce qu'il y a encore des questions, est-ce qu'il y a encore des doutes? Parce que c'est vraiment important. Et je l'écris ici un peu, peut-être que ça va être un peu plus parlant. Et donc en fait toutes ces personnes, tous ces mineurs qui sont en train d'essayer de valider et d'écrire toutes les transactions qui se sont passées vont être rémunérés justement pour leur travail, parce que leur idée, c'est pas d'écrire toutes les transactions, de sécuriser justement la blockchain grâce à ça, et puis d'après, voilà, gratuitement. L'idée, c'est de recevoir une rémunération, et cette rémunération, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, quand on parlait de génération de 50 bitcoins par bloc au départ, puis 25, puis 12,5, etc. J'ai une petite question. Bien sûr. Au niveau de la rémunération que reçoivent du coup les mineurs, ouais. Peuvent-ils utiliser ça directement? C'est-à-dire ils la reçoivent assez rapidement sur un portefeuille? Ouais. Et du coup, où il y a un temps avant la réception justement de... Non, une fois que le bloc est rédigé et validé par les autres mineurs en disant voilà, il a bien trouvé la réponse à l'équation, il reçoit sa rémunération et on passe au bloc suivant et voilà. D'accord, ok, merci. Et donc l'idée justement, c'est d'être décentralisé, de ne pas avoir d'organes et que tout soit fait par, finalement, c'est un peu la communauté qui s'occupe de sécuriser la blockchain et qui s'occupe de faire vivre justement cette blockchain.
c'est le cœur même finalement un peu de la blockchain, et c'est ça qui régit un peu toutes les applications qui sortent, et c'est pour ça qu'on parle vraiment de désintermédiation, peu importe les projets, qu'ils puissent être économiques, commerciaux ou financiers qui sortent sur la blockchain. L'idée, c'est d'enlever des intermédiaires. Après, là, on a expliqué un peu on va dire, la manière de sécuriser la blockchain, ce qu'on appelle proof of work, donc par les mineurs. Après, il y a d'autres, avec le temps, il y a d'autres preuves qui sont sorties. Alors, il y a eu le proof of coverage, il y en a eu plusieurs qui sont sortis, mais l'autre qui commence, bon, ça fait un moment maintenant, qui régit un peu tout ça, c'est le proof of stake. C'est-à-dire, il y a moins de consommation, c'est de la preuve numérique pour la validation des cryptos. Donc finalement, en fait, on les stack, on les bloque, et c'est ce qui fait office de sécurisation des transactions. Et voilà, s'il y a une erreur à un moment donné, on prend dans ces cryptos qui sont bloqués et on va les donner justement pour compenser s'il y a une erreur dans la blockchain, justement. Après voilà, on va pas s'attarder là-dessus, hein, mais parce qu'il y a pas mal de choses à voir et je vois le temps qui tourne. Mais c'est des notions importantes, et d'ailleurs, alors je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je vais quand même le faire. Mais si vous avez envie d'approfondir ce sujet, c'est-à-dire c'est un peu aussi le but de cette conférence, c'est-à-dire que l'année prochaine, au niveau du Master 2 Finance Data, il y a tout un cours sur les crypto-monnaies qui va être créé. Donc voilà. Et là, on ira vraiment dans le détail de ce qu'est la blockchain, de ce qu'est le proof of work, de ce qu'est le proof of stake et de tout le reste. Ouais. Alors par contre, il y a deux types de blockchain. Il y a la blockchain publique, c'est ce qu'on a expliqué en fait juste avant, hein, qui finalement sert justement de décentralisation, etc., et qui est nécessairement rattaché à une crypto-monnaie. Donc là, c'est l'exemple que je mets de Bitcoin, d'Ethereum. Et puis, il y a toutes les blockchains qui sont dites privées. Et là, ça ne concerne... Et là, on n'est pas obligé d'avoir une génération de tokens associée. Ça permet de créer aussi de la désintermédiation au niveau des entreprises. Je prends un exemple simple, mais c'est-à-dire que c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure à un de vos camarades. Mais admettons, demain, Air France souhaite accélérer les versements d'assurance. Enfin, bon, je vais reprendre ma phrase, mais admettons, demain, vous prenez un avion et vous prenez une assurance retard. Si l'avion est en retard de plus de 2 heures, vous êtes remboursé. Là, l'avion est en retard de plus de 2 heures. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé de faire une réclamation, d'envoyer une demande, qu'elle soit étudiée, vérifier si l'avion a bien été en retard, si vous êtes bien enregistré au niveau de l'avion, enfin au niveau de l'endroit d'enregistrement, et derrière, ils vont vous répondre. Donc ça peut être des demandes qui prennent plusieurs jours, parfois semaines, avant d'être remboursées. Là, les crypto-monnaies, et notamment, on verra après, mais les smart contracts, permettent de directement vous répondre, de directement regarder via les données de vol, les données finalement d'enregistrement, de vérifier que vous êtes enregistré, que l'avion a eu plus de 2 heures, et hop, vous êtes remboursé instantanément, avant même de faire. Enfin, vous n'avez même plus besoin de faire justement cette requête-là. Donc c'est du gagnant-gagnant, parce que finalement, vous êtes remboursé instantanément, vous êtes satisfait, vous avez une satisfaction client, et derrière, pour Air France, par exemple, ça lui permet, alors c'est un peu malheureux de dire ça, mais ça lui permet d'avoir moins de personnel à payer, à charger à faire ça, parce que c'est généré de manière automatique. Donc ça c'est ce qui se développe dans les blockchains privées, au sein d'entreprises parfois. Enfin, c'est ce qui est en train de se faire en tout cas. Et puis il y a différents aussi types d'utilisation des blockchains. Donc il y a ce qu'on appelle ici les blockchains qui vont servir de transfert de valeur, de paiement, donc qui vont considérer qui va être le Bitcoin, le Litecoin, l'Ether. Donc l'Ether c'est une blockchain qui est pégée au dollar, 1 pour 1, ça ne bouge pas.
Alors même si le Bitcoin est aussi une blockchain d'infrastructure, mais bon, on le met un peu à part vu qu'il est limité. Et puis il y a les blockchains, ce qu'on appelle d'infrastructure. Et ça, c'est quelque chose qui a été développé après encore, et notamment par Ethereum et Vitalik Buterin. C'est-à-dire que là, on entre dans quelque chose qui est un cran au-dessus. Il va réussir à créer ce qu'on appelle des smart contracts, donc on le verra après. Mais ces smart contracts, comme on l'a vu, comme on l'expliquait dans l'histoire de l'assurance, c'est-à-dire qu'il va y avoir un contrat qui va vérifier, qui vous lie finalement à Air France à ce moment-là, lorsque vous prenez l'assurance, et qui, avec des règles qui sont définies, et dès qu'il y a réalisation de ces règles-là, c'est automatiquement réalisé par le code et la blockchain. Et c'est inscrit, et la transaction va directement dans la blockchain, elle est faite, elle est écrite par les mineurs, enfin en tout cas en termes de sécurisation des transactions, et derrière c'est rapidement fait. Il y a donc Ethereum a été la première, après elle a été copiée et améliorée ou autre par d'autres. Hein. Là, je prenais l'exemple d'Avalanche, de Polkadot et de Phantom. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle les Layer 1, c'est-à-dire ça va être la première couche de blockchain sur lequel va se greffer toutes les applications, toutes les blockchains d'applications. Et donc là, après, voilà, bon, après il y a différentes couches. Là, on va pas parler de layer 2 qui correspondent un peu aux roll-ups, etc. Bon, on n'a pas le temps d'aborder ça, mais là, après, il y a énormément d'applications qui peuvent être commerciales, économiques, enfin financières, peu importe, et donc qui vont venir changer un peu notre quotidien. Voilà, donc là, par exemple, on voit c'est Decentraland en haut à gauche. Decentraland, c'est ce qui permet de faire tout ce qui est l'univers un peu métaverse. Donc c'est ce qui permet ça, parce que Decentraland est rattaché à une blockchain d'infrastructure qui permet justement de créer des smart contracts, de créer des NFT, etc. Et du coup de créer une application qui va avec. Là en bas à droite c'est Nexo, pareil, c'est des smart contracts basés sur je sais plus sur quelle blockchain, mais c'est financier, c'est-à-dire que c'est ce qui va créer automatiquement des prêts emprunts. On va pouvoir prêter et emprunter des titres de manière automatique, sans passer par une banque. On va pouvoir prêter, moi je peux prêter, demain Mokhtar a besoin d'argent, il va pouvoir emprunter sur Nexo à un niveau de taux défini, et puis moi je sais que je vais pouvoir prêter à Mokhtar à un niveau de taux aussi défini, sans passer par une banque. Ah non, c'est à côté, ouais. Donc voilà, après il y a énormément les blockchains d'infrastructure, il y en a quelques-unes, il doit y en avoir une dizaine, une quinzaine, je ne sais pas exactement combien, mais elles sont identifiées pour les plus grosses, elles sont identifiées, elles sont voilà claires. Mais par contre, l'essentiel des blockchains et des cryptos aujourd'hui qu'on voit, c'est les blockchains d'application. Alors maintenant, comment est sécurisé en fait les transferts, les envois d'argent? C'est fait par ce qu'on a expliqué tout à l'heure, la cryptographie, enfin le chiffrement RSA. Donc RSA pour les créateurs finalement de cette méthode cryptographique, donc Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adelman. Bon, pour faire simple, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, ça demanderait de faire une agrégation de maths pour pouvoir le comprendre avec tous les théorèmes, enfin notamment le coefficient de Bezout, enfin bref, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est Alice va avoir une clé publique, une clé privée. Et donc, une clé publique qu'elle peut diffuser à n'importe qui. Donc moi, par exemple, si demain je veux que Mokhtar m'envoie de l'argent, je vais lui donner ma clé publique. Ma clé publique, ça va lui permettre à lui de chiffrer le message qu'il veut m'envoyer. Un message, de l'argent, peu importe. Une fois qu'il a chiffré ce message avec la clé publique que je lui ai envoyée, donc c'est un peu le code pour chiffrer, mais par contre, pour le déchiffrer, il n'y a que ma clé privée qui peut le faire. Et ça, par contre, je dois la donner à personne. Et en fait, voilà, c'est tout. Ça se résume à ça. Après, si on veut rentrer dans le détail, c'est beaucoup plus complexe, mais pour comprendre en très gros ce qu'est le chiffrement RSA, c'est ça.
Donc c'est un chiffrement arithmétique asymétrique, parce que on peut chiffrer avec des données, mais on ne peut déchiffrer qu'avec une donnée qui m'appartient. Donc après, bon, j'ai commencé un peu à expliquer ce qu'étaient les smart contracts. C'est des contrats intelligents avec des règles qui sont déjà définies dans le code, dans la blockchain, et donc c'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'assurance, si demain vous avez un accident de voiture, ou même par exemple pour l'histoire de l'avion qu'on prenait juste avant, l'assureur, il peut vous dire ah mais en fait en réalité vous avez arrivé avec 2 minutes de retard, donc c'est compliqué de vous rembourser. Enfin bref, parfois ça peut être un peu fumeux et ça peut ne pas être clair, et ils jouent là-dessus parfois un peu les assureurs. Là tout est écrit, c'est-à-dire c'est le code. On a accès à tout ce qui est écrit, donc on connaît les règles, ils connaissent les règles, et personne ne peut y déroger. Donc voilà les avantages, précision, transparence, vitesse, on l'expliquait juste avant, la sécurité, et les frais, parce qu'il y a moins d'intermédiaires. Bon. Je vois l'heure, je vois qu'il est 18h17. Je ne sais pas si on va énormément s'attarder sur la DeFi. C'est quelque chose de très important, la finance décentralisée, parce que ça permet énormément de choses. Et notamment, on évoquait l'histoire des prêts et d'emprunts de manière décentralisée, sans intermédiaire, sans banque. Mais il y a aussi l'histoire de l'assurance. Dans les exemples que je venais de donner, on peut très bien faire ça sans avoir affaire à Air France ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que, par exemple, demain, je souhaite couvrir, avoir une assurance auto. Je viens d'acheter une voiture, je souhaite avoir une assurance auto. Cette assurance auto, plutôt que d'avoir affaire à aller voir une assurance comme on l'a aujourd'hui, où ils vont nous donner un prix, on ne sait pas de comment est calculé ce prix-là ni rien, là au moins tout est clair. C'est-à-dire je sais le prix que je dois payer, je sais pourquoi je dois le payer parce que c'est calculé de telle manière, et c'est vous, c'est la communauté qui va, alors entre guillemets pas qui va financer, mais c'est vous qui allez gagner de l'argent en me finançant. C'est-à-dire que vous allez mettre dans une espèce, ce qu'on appelle une pool, un bassin de liquidité, un sac, je ne sais pas comment on appelle ça, mais vous allez mettre de l'argent, je ne sais pas moi, 1 000 €, vous êtes 10 à mettre chacun 100 €, et moi je paye tous les mois 100 € mon assurance auto. Donc là, il y a un bac de liquidité qui vient entre guillemets pas sauvegarder, mais comment on va appeler ça, qui vient en cas d'accident dans le premier mois, qui vient couvrir un peu le risque de liquidité, et derrière ces 100 € que moi je distribue chaque mois, vous voulez partager entre vous 10 tous les mois à 10 € par mois. Donc en fait vous gagnez de l'argent à me financer justement cette assurance auto. Donc demain on peut anticiper potentiellement des assurances qui soient complètement décentralisées et qui ne reposent plus justement sur les institutions qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est une des possibilités. Après bon, je passe sur le reste. Il y a des choses vraiment très, très intéressantes, mais je pense qu'on ne va pas avoir le temps. Bon. Et puis la finance décentralisée, donc les avantages, c'est un peu ce qu'on explique depuis tout à l'heure, et je pense que vous avez compris un peu les avantages finalement de la blockchain en général. C'est la désintermédiation, c'est les transferts rapides, c'est la rapidité, la vitesse, c'est le respect de l'anonymat, entre guillemets, on y reviendra, c'est des marchés qui sont toujours ouverts, contrairement à aujourd'hui au marché boursier actuel, et puis c'est surtout finalement c'est quelque chose de très transparent, parce que aujourd'hui on a tendance à penser, mais bon, je prends un peu de l'avance sur ce que je voulais dire tout à l'heure, mais on a tendance à penser que c'est quelque chose d'anonyme, c'est quelque chose qui justement favorise les activités illégales, parce que on ne sait pas qui se cache derrière chaque compte. C'est vrai et pas vrai. Alors, pour expliquer un peu comment ça se passe, admettons que c'est un peu comme sur les jeux vidéo. Par exemple, je suis sur un jeu vidéo et devant moi, il y a la punk du 35 qui se promène. Cette punk du 35, c'est un pseudonyme, je ne sais pas qui c'est. Là, dans la blockchain, je peux voir toutes les transactions, tout ce que fait la punk du 35, mais vu que je ne sais pas qui c'est, en réalité, je m'en fous.
Enfin, ça m'intéresse pas. Par contre, si demain j'apprends que, enfin, si demain Mokhtar me fait la confidence de me dire que c'est lui la punk du 35, bah, je sais que voilà, c'est-à-dire que il n'y aura plus aucune confidentialité, aucun anonymat. C'est-à-dire que je saurai exactement qui c'est et je pourrai suivre absolument toutes les transactions qu'il a faites. Donc, c'est-à-dire que s'il a, je sais pas, une manie à investir, je sais pas moi, dans des choses un peu particulières, ou s'il adore faire s'il adore faire des paris sportifs, bah, je sais absolument tout ce qu'il fait. Et c'est là où finalement on a tendance peut-être à croire que c'est quelque chose d'anonyme, qu'on ne sait pas ce qui se passe, que ça favorise les activités illégales, alors qu'au contraire, je pense que c'est même plutôt l'inverse, c'est même trop transparent. C'est-à-dire que parfois, en fait, on ne peut presque plus cacher ce qu'on peut faire, ce qu'on achète, ce qu'on fait avec. Donc attends, enfin voilà. Merci la punk du 35. Et donc, alors bon, bah, du coup j'ai pris de l'avance sur les principaux préjugés, c'était un des préjugés. Selon vous, alors déjà, première question, qui a un avis plutôt, alors j'aurais peut-être dû poser la question avant de parler, mais qui a un avis plutôt positif sur le Bitcoin, enfin sur les crypto-monnaies en général? Ah quand même. Qui a un avis négatif, parce que du coup... Ah, il y en a deux. Ok. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont neutres, qui découvrent, pas de problème. Ok. Ok, très bien. Et bah, du coup, pour ceux qui ont un avis négatif ou positif, bah, pour vous, quels sont vos préjugés dessus? Au niveau négatif surtout. Ouais. Très bien. Ouais. Bah, alors ça, je peux pas le nier. Ouais, les baleines en l'occurrence. Non mais c'est une bonne remarque. Après là-dessus, je reconnais, je reconnais pleinement finalement qu'aujourd'hui il y a un aspect spéculatif qui est prédominant. Là-dessus, on ne peut pas. Vu qu'il n'y a pas d'utilité aujourd'hui au Bitcoin, personne n'est capable d'estimer sa valeur réelle. Ce n'est que de la spéculation. Je suis d'accord. D'autres, ouais. Ouais. Tu sais que si tu mises, tu ne perds pas. C'est-à-dire que tu peux gagner, mais tu peux te débrouiller pour que sur certains investissements, ils proposent, tu descends pas sous la valeur zéro. C'est-à-dire que tout ce que tu as investi, bah, tu le récupères, mais tu pars pas. C'est égal à zéro. Sur tout ce qui est crypto-monnaie, l'inquiétude que j'ai personnellement, c'est déjà, il faut connaître, je sais qu'il y a tout un système avec les bougies et ainsi de suite, qui est loin d'être simple à comprendre. Enfin, c'est pas que c'est pas simple, mais c'est que ça demande du temps. Ouais. Et l'investissement t'investis, si t'as plus de la chance ou si t'es bon, tant mieux. Si bah non, bah tu Pour rapidement, avant que tu reprennes la parole, Faisal, après pour la réponse que tu as donnée, tout dépend surtout de, comment dirais-je, de comment tu investis là-dedans. Donc Faisal va revenir sur ça, mais il peut y avoir plusieurs stratégies, dont notamment une qui fait que la valeur ne peut jamais retomber à zéro. Donc il va donner les exemples. Mais l'exemple que tu as proposé, c'est, je pense que tout dépend de la stratégie au départ. Alors après là, c'est parce que c'est de l'investissement sur futur. Enfin, je pense que tu fais notamment, pas futur, l'investissement aussi c'est du futur, mais comment dire, avec effet de levier, etc. Ce qui est assez dangereux. Je suis totalement d'accord. Alors là, on rentre dans quelque chose où finalement, bah c'est un peu entre guillemets, si on en arrive là, si on veut choisir d'aller investir avec des effets de levier, c'est un peu qu'on l'a voulu, c'est un peu qu'on l'a, entre guillemets, je dirais pas cherché, mais c'est qu'on l'a, on sait à quoi on se mesure. C'est-à-dire demain, si on investit sur les actions avec une relation, comme tu dis, une relation de confiance avec son conseiller, bon, on sait qu'on peut perdre notre argent. Et comme disait Mokhtar, c'est intéressant, mais c'est-à-dire après il faut avoir la connaissance, je suis d'accord, mais il existe des stratégies où, par exemple, sur Bitcoin, moi je suis capable de faire 15-20% par an sans risque. Risque zéro.
100 000 euros, ça me fait 20 000 euros chaque année. C'est par des stratégies simples. Hein. Justement, il y avait celle-là parce qu'on l'a présentée à comment dire, un comité, enfin chez nous un comité de direction. C'est-à-dire que en gros, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui du carry trade entre futur et spot de crypto-monnaie, notamment sur FTX, qui permet d'aller chercher du 5% trimestriel parfois. Alors ça dépend du marché. Le marché, en fonction de si le marché est plutôt bas ou si le marché est plutôt euphorique, les spreads s'écartent ou diminuent. Alors je ne sais pas si je perds pas des gens quand je dis ça, mais c'est-à-dire que globalement, ce qui se passe, la stratégie elle est simple, c'est on achète le futur à échéance 3 mois et on vend le spot. Non, pardon, on achète le spot et on vend le futur, excuse-moi. On achète le spot aujourd'hui, on achète par exemple Ethereum aujourd'hui et on va vendre le futur Ethereum qui est là. Donc là, on le voit, celle-là c'était du Ethereum mars 2022. On voit que si on l'achetait par exemple le 13 novembre, il y avait un spread qui était 4 500-5 000. C'est-à-dire que tu savais dès aujourd'hui qu'en mars, tu récupérais $500 si tu mettais 4 500 $. C'est du sans risque. Il y a vraiment là-dessus, c'est le seul risque qu'il y a, c'est le risque que entre temps FTX fasse défaut. Mais alors oui, il y a des. C'est-à-dire que moi je pensais plus aux préjugés sur la blockchain en général, sur peut-être le Bitcoin, etc. Mais je suis d'accord que sur des choses comme ça, il faut s'y connaître. Mais je crois qu'il demande justement à des formes de connaissances. Est-ce que vous avez les connaissances? Est-ce que vous êtes un public averti avant de rentrer là-dessus? Mais moi, je pense que, très honnêtement, quelqu'un qui ne s'y connaît pas ne doit absolument pas investir sur des futurs. Encore, alors, à la rigueur en spot, mais sur des futurs, c'est vraiment risqué. Surtout qu'avec des effets de levier, on peut se retrouver à zéro alors que, on s'en rend pas compte. Très très vite, on peut se faire liquider. D'ailleurs, c'est ce qu'on observe. Hein. Des fois, il y a des grosses bougies. Là, j'ai pas de graphe, mais il y a des énormes bougies sur le Bitcoin ou autre à cause des seuils de liquidation lors des gros mouvements de marché. Tu avais une autre remarque? Ouais. Fin de lycée, c'est quelle année? Juste parce que du coup, je sais pas. C'est. Ouais, l'effet 2017 peut-être. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, ok. En gros, elle a investi, sa sœur a investi genre 60 000 ou 70 000 $. Elle en a perdu 140 000 ou un gros. C'est surprenant. Et en gros, elle nous a expliqué, et il y a eu un débat qui a duré 1 heure en cours sur n'investissez surtout pas. La question est où on apprend pour investir. Alors là-dessus, pas avec moi. L'investissement en futur, analyse technique de trading, c'est pas moi qui vais te le promouvoir. Par contre, je suis assez surpris. De ce que tu dis parce que logiquement, normalement, alors après peut-être qu'en 2017 les plateformes n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui, mais normalement aujourd'hui on ne peut pas perdre plus que ce qu'on a investi. Alors, investi plus qu'on a mis en collatéral. Bon, ça, on va peut-être un peu plus loin, mais c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas être négatif dans notre compte. Aujourd'hui, sur les plateformes, normalement, on ne peut pas être négatif sur les comptes. Alors peut-être qu'en 2017, c'était possible, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Mais l'un dans l'autre, 60 000, on finit à zéro. Enfin, c'est juste dramatique. C'est l'épargne d'une vie qui peut partir en fumée comme ça. Merci à toi. D'autres remarques, d'autres préjugés peut-être? Reviens sur la page. Reviens sur la page préjugés. Ouais. Alors ça dépend des projets. Il y a des projets qui demandent justement à ce que lorsqu'on investit, il y ait une période, ce qu'on appelle une période de lock d'un certain temps qui peut être 7 jours, 14 jours, 30 jours ou autre. Mais la plupart du temps, dès qu'on rentre, on peut ressortir directement. D'ailleurs, l'avantage de la blockchain et des crypto-monnaies en général sur ce sujet, c'est que, mais je vais revenir après sur la gouvernance, si on a le temps, c'est le côté, on reçoit l'argent tout de suite. C'est toutes les secondes, on reçoit l'argent. Si on est censé toucher 100 euros, 30 euros sur une journée, par mois, on va recevoir vraiment 1 euro chaque jour, voire chaque minute, on recevra quelques centimes. Et c'est là où finalement aujourd'hui, sur un dividende d'une entreprise, par exemple, on va le recevoir 1 fois par an, ou pour certaines 4 fois ou 2 fois par an. D'accord, merci. Vas-y Isaac.
Parce que tout à l'heure, on avait parlé... Ok. C'est bon? Oh non, c'est fort. Du coup, je disais tout à l'heure que par rapport à toute la panoplie de personnes qui possédaient les crypto-monnaies, bon, on est dans les préjugés, hein, qui possédaient les cryptos. Et tout à l'heure, on parlait que à la base, la crypto avait été créée pour qu'il n'y ait plus d'intermédiation, du coup, et aussi comment on appelle, et aussi parce que on pouvait derrière garder les identités secrètes en soi. Donc moi, je me demandais aujourd'hui, est-ce que toi, en tant que comment on appelle, acteur sur ce marché, tu penses que aujourd'hui les cryptos pourront être acceptés par les banques centrales? Ah bah là est toute la question. Et c'est le sujet de réflexion actuel sur... Non mais c'est une bonne question parce que... Bah tiens, attends, c'est bon, je peux reprendre la main. Hop là. Réglementation. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il y a ce que je mets, hein, le premier truc que je mets, aujourd'hui, il y a clairement un risque réglementaire sur le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre légal complet sur les crypto-monnaies. Alors, il y a Biden qui a annoncé hier qu'il souhaitait vraiment résoudre ce sujet et cette problématique-là dans un temps assez court. Bon, il devait faire cette annonce déjà il y a 15 jours, mais il a été pris un peu par la guerre en Ukraine. Mais donc, là-dessus, voilà. Mais à côté de ça, bah, on entend Christine Lagarde, il y a quelques jours, dire bah, nous, on va tout faire pour accélérer aussi cette réglementation, mais comment dire, pour éviter, alors la motivation, elle est quand même à prendre en compte, c'est pour éviter que les Russes puissent contourner les sanctions grâce à la crypto-monnaie. Donc, c'est-à-dire que l'approche, déjà, n'est pas la même. Bon, après, certains disent que les États-Unis vont avoir une approche un peu plus, par contre, crypto-friendly, parce que, comment dire, le CEO de FTX est un proche, en tout cas est un grand donateur de la campagne de Biden. Bon, ça c'est des rumeurs, on sait pas en réalité comment ça va finir, mais c'est clairement un risque pour demain, et c'est ce qui va apporter de la volatilité sur le marché des crypto-monnaies. Ouais, Elwan. Quel est le vrai intérêt du Bitcoin aujourd'hui si justement il y a toute cette augmentation autour en sachant qu'en la plupart des utilisations du Bitcoin, on peut quand même on les a déjà ou on peut les programmer autrement. Quand tu parlais des smart contracts tout à l'heure, Ouais. Par exemple, on peut imaginer un programme qui va générer tout seul le paiement via une banque sans passer pour autant par une crypto-monnaie. Donc est-ce que vraiment il y a une vraie utilité du Bitcoin sans la philosophie et avec cette réglementation? Bah après, c'est, comme je dis, la philosophie de base initiale, c'est le fait de se passer d'intermédiaire de confiance. Et le fait que la communauté puisse être finalement le seul... c'est la communauté qui crée la confiance. Sans que un individu puisse influencer sur l'ensemble. Après, le reste, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté, de quelle direction on a envie d'apporter. Là, tu parles de quelque chose qui va loin. C'est-à-dire, est-ce qu'on va changer l'ordre de fonctionnement mondial? À titre personnel, j'en suis pas convaincu. C'était, je pense, la volonté initiale. À titre personnel, je pense que, en tout cas, les peuples, et en majorité, ont une forme de confiance dans leur gouvernement et ont besoin finalement des gouvernements. Derrière, on peut créer et développer les crypto-monnaies et la blockchain par d'autres intermédiaires. On peut créer de la désintermédiation sans forcément enlever les gouvernements de l'équation. Moi aussi, je voulais te demander, Ouais. avec tout ce projet de monnaie numérique de la part des banques centrales et tout, est-ce que tu penses que lorsque les banques centrales vont réussir à émettre leur monnaie numérique, est-ce que ces monnaies numériques-là, du coup, vont venir se placer au devant de toutes les crypto-monnaies? Honnêtement, je vais te répondre très honnêtement, j'ai pas la réponse à cette question parce que je et en général on sait pas
ce que les banques centrales veulent faire de cette monnaie numérique. On ne sait pas quelle utilité ils veulent donner à cette monnaie numérique. Donc à partir de là, on ne peut que spéculer sur ce que ça va être et le rôle qu'elles vont avoir. Donc pour l'instant, voilà, très humblement, je te dis que je ne peux pas répondre à cette question. D'autres questions ? Il est quelle heure ? 36. Alors, je vais passer parce que là on a vu pas mal de choses. Non mais c'est bien. Moi je trouve que c'est mieux quand c'est plus vivant. On répond aux questions, etc. Mais voilà. Donc après, il y a une question de souvent ce qui nous revient en tout cas avec des collègues, c'est la question de la consommation. C'est la question de ça consomme beaucoup. C'est vrai. Maintenant, faut se dire que voilà, l'ensemble et la majorité des crypto-monnaies fonctionnent sur un mécanisme proof of stake. Quand ça fonctionne en mécanique proof of stake, ça veut dire qu'on consomme 25 millions de fois moins qu'avec le proof of work. Bon, à ce sens, on voit que la consommation énergétique, déjà, c'est un premier élément pour dire que avec le temps, on devrait aller vers quelque chose de moins énergivore. Déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, alors c'est peut-être pour regarder un peu différemment, mais le Bitcoin à l'année consomme donc 126 terawatts par heure par an, ce qui correspond donc à 0,57% de la consommation mondiale d'énergie. Ce qui correspond donc à la consommation, donc ça c'est, si on veut donner les chiffres qu'on entend souvent, à la consommation d'un pays comme l'Ukraine, d'ailleurs qui fait l'actualité en ce moment, et donc qui est classé 27e. Il y a quelques mois, alors je veux quand même noter, même si c'est pas un argument en faveur du Bitcoin, mais je veux quand même noter la dynamique. Il y a quelques mois, elle était 31e ou 32e, enfin voilà, c'est-à-dire que la consommation est croissante en ce moment par rapport à la consommation la consommation a tendance à augmenter. Même si on est sur les niveaux un peu historiques de début 2021, parce que voilà, la consommation avait fortement diminué, mais on va le voir après parce que la Chine avait complètement interdit le minage de Bitcoin sur son territoire. Et là, toujours totalement interdit d'ailleurs. Mais si on veut regarder ça d'un autre angle un peu, et là où finalement voilà, c'est le premier chiffre, on a entendu dire mais ça consomme énormément, c'est important. Mais si on regarde ça d'une autre manière, finalement juste les déchets, alors je sais pas si on voit bien, mais les déchets de consommation, je vais appeler ça comme ça un peu, mais la consommation qui est non utilisée, juste avec cette consommation-là qui est non utilisée, qui est détruite, par exemple sur le deuxième, c'est du gaz naturel qui est détruit parce que il faut pas le mettre sur le marché car il serait non rentable. Déjà rien qu'avec ça, on pourrait consommer, on pourrait faire fonctionner 5 fois ce qui est consommé en Bitcoin aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses qui fait que on pourrait améliorer l'efficience énergétique, en tout cas du Bitcoin. Et l'autre chose qui est assez marquant pour remettre un peu l'église au milieu du village, c'est que finalement, le Bitcoin consomme à peu près autant que les frigos américains. C'est-à-dire que l'ensemble des frigos américains à tourner consomment autant que le Bitcoin. Juste américains, pas mondiaux. Le Bitcoin consomme 17 fois moins que ce qu'on utilise en climatisation. Donc les questions, elles sont à se poser sur le Bitcoin, je suis d'accord, mais elles sont aussi à se poser sur notre mode de vie, sur d'autres choses. Et puis après, il y a aussi, on va dire, la répartition de la consommation. Alors, elle était principalement faite au charbon parce que la Chine était le principal, producteur, mineur de Bitcoin, de large. Et aujourd'hui, vu que la Chine a totalement interdit, on commence à observer une meilleure répartition un peu, ou du moins quelque chose d'un peu plus neutre en émissions carbone, ou en tout cas réduit en termes d'émissions carbone. Et puis, est-ce que la question qui se pose aussi parfois, c'est de se dire, mais si demain on a une consommation, un accroissement de l'utilisation du Bitcoin, est-ce que du coup on va avoir une consommation qui va nettement augmenter? Alors oui et non, elle va augmenter nécessairement, mais je pense à titre personnel
qu'elle sera logarithmique. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une recherche de rentabilité pour les mineurs. Or, il y a un coût énergétique associé. Si c'est 1000 mineurs qui se partagent le même pain, et que demain, avec l'augmentation de l'utilisation, c'est 10 000 mineurs, bah, ils se partagent le pain est réparti déjà en beaucoup plus de personnes. Donc même à coût énergétique stable, sachant qu'on pense qu'il va augmenter, déjà ça fait moins de rentabilité. Et on peut le voir d'ailleurs parce que dernièrement il y a eu des problèmes de production à cause de la vague de froid au Texas, ce qui a augmenté les prix de l'énergie et de l'électricité. Bah, du coup, toutes les fermes alors officiellement, les mineurs ont dit on arrête de produire pour pouvoir servir ceux qui en ont besoin dans l'État. En réalité, si on est pragmatique, c'est parce que du coup le prix a augmenté, ils sont moins rentables et ça servait à rien. Donc on ne peut pas non plus augmenter à l'infini le nombre de mineurs et la consommation. Et puis, vu que c'est souvent aussi comparé à l'or, parce que certains disent, et c'est peut-être pour ça aussi que certains émettent la possibilité que le Bitcoin vaut vraiment sa valeur, c'est de dire que c'est une valeur refuge, que demain, ça peut être, à l'heure d'une guerre d'hégémonie entre potentiellement la Chine et les États-Unis, qu'il y ait un bloc de l'Est, un bloc de l'Ouest qui ne veuille pas se mettre d'accord sur une devise, en tout cas, par exemple le bloc de l'Est qui ne voudrait pas utiliser le dollar comme valeur de référence, eh bien certains hypothétisent ou théorisent le fait que on puisse avoir le Bitcoin comme de monnaie de référence mondiale, et donc demain potentiellement les réserves de change, les réserves de valeur des banques centrales passent de dollars à Bitcoin. Bon, en termes de consommation, pour revenir au sujet initial, c'est équivalent aujourd'hui. Donc finalement, le Bitcoin consomme, mais l'or consomme autant. Et alors je parlais récemment avec un PDG d'un hedge fund qui vend un ETF Bitcoin. Il me disait même que le Bitcoin du coup sauvait des vies, parce que à consommation égale, les gens et des enfants ne mourraient pas dans les mines. Bon, on en fait ce qu'on veut de cette anecdote, mais c'est une manière de voir les choses. Alors, bon, du coup, est-ce que c'est de l'or digital, la question ? Finalement, la question, en tout cas, une partie de la réponse est dans ce qu'on parlait tout à l'heure du halving. Donc on voit finalement que l'inflation nette de nouveaux bitcoins en circulation va être nettement en dessous de la croissance PIB mondiale. Donc à partir de là, si la croissance augmente, donc une demande structurelle qui augmente et une création monétaire qui diminue, ça a un effet nécessairement inflationniste. Ce qui peut expliquer, attention, je ne dis pas que ça explique tout, je ne dis pas que c'est la raison, mais ça peut expliquer en tout cas un effet structurel haussier sur le prix du Bitcoin, et donc potentiellement un effet valeur refuge dans la tête des personnes. Ouais. Par rapport à ça, je voulais demander aussi, par rapport à l'augmentation des prix du Bitcoin. Ouais. Tu penses plus que la valeur du Bitcoin augmente parce qu'il y a une réduction de l'offre et non pas parce qu'il y a une augmentation de la demande? Je pense que c'est les deux. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je pense que c'est les deux. Je pense qu'il y a une réduction de l'offre par l'effet halving, et deux, il y a une augmentation de la demande par un effet hype, un effet tendance, etc. Non. Ah, okay, et un effet aussi augmentation de la confiance accordée au Bitcoin, de la confiance, de la crédibilité qu'on accorde au Bitcoin et au blockchain et aux crypto-monnaies en général. Ah ok, parce que je me posais la question du coup de savoir au sortir, pas forcément au sortir, mais durant la crise Covid et un peu à la sortie du coup, avant le début de l'expansion du coup, est-ce que la valeur du Bitcoin du coup, l'augmentation de la valeur du Bitcoin du côté de la demande n'a pas été due au fait de supplément de l'épargne au fait? Totalement. Moi, en tout cas, je partage cet avis-là. Voilà, mais après, si les gens n'ont plus de supplément d'épargne,
en termes d'investissement, est-ce qu'ils vont se tourner C'est pour ça vers que le Bitcoin? Je suis pas sûr, mais c'est pour ça que pour moi ça diminue depuis novembre, parce que il y a un effet potentiellement hausse des taux aux États-Unis qui fait que hausse des taux, arrêt des subventions, qui fait que finalement on a moins d'épargne. Enfin, les Américains vont avoir une tendance à avoir moins d'épargne. Bon, c'est le premier effet. Deux, le deuxième effet, c'est l'effet institutionnel, pardon. C'est-à-dire dans le sens où vu qu'on entre dans une logique institutionnelle qui, eux, gèrent ça comme comme un actif risqué et pas comme une valeur refuge, eh bien, on observe, depuis novembre en plus, une forte augmentation de la corrélation entre le Bitcoin et les indices boursiers S&P, etc. Ok, d'accord, c'est super. Merci. Hop. Et puis bon, voilà. Après, pour le reste, les freins, bien sûr, à cette théorie, c'est de dire que finalement la volatilité du Bitcoin est quand même encore très très grande, et donc c'est difficile d'estimer qu'une valeur refuge puisse avoir une volatilité comme celle-là. Puisqu'on est sur la question des prix, là tout à l'heure quelqu'un évoquait les baleines, alors je ne connaissais pas ce terme, c'est ça qu'il y a des investisseurs, manipulent le marché, c'est ça ou pas du tout ça? Alors certains disent que il y a que les baleines. En fait, est-ce qu'ils manipulent? Je sais pas. En tout cas, le fait est qu'il y a des personnes, en fait, c'est la répartition, c'est la décentralisation. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de décentralisé? C'est la question qu'on met là. C'est-à-dire que on voit qu'il y a une inégalité de la répartition des bitcoins en circulation, et donc que finalement, alors voilà, 95% des bitcoins sont détenus par 3% des acteurs. Donc après, il y a des acteurs qui sont les mineurs, des acteurs qui sont les plateformes d'échange, mais juste les baleines, c'est ceux qu'on considère qu'ils ont, je crois, plus de 5000 bitcoin en possession, un truc comme ça. J'ai plus le chiffre exact de ce qu'est une baleine. Après, il y a aussi les baleines à bosse, c'est encore au-dessus, mais voilà. Et donc juste les baleines, donc on voit qu'elles détiennent 32% des bitcoins en circulation, alors qu'elles ne représentent que 0,009% des acteurs. C'est quand même, et donc en fait, ils sont considérés comme baleines parce que quand ils arrivent sur une plateforme et qu'ils veulent bouger leur position, ils ont un effet quand même assez fort sur l'écosystème. Ouais. Mais alors ça c'est totalement d'accord. Et c'est pour ça en fait, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que c'est vraiment décentralisé? Parce que le Bitcoin, initialement, était censé pallier à ce type de problème, et alors qu'en réalité on observe exactement la même répartition, et c'est sujet à question. Ah oui, non, mais oui, c'est ça, oui. Ouais, exactement. Alors du coup, c'est bien parce que c'est vous qui avez fait la présentation avec vos questions pertinentes. Alors, on avait abordé tout à l'heure la question de la sécurité. Donc là, je reprends un peu rapidement, mais alors, même si je pense qu'on va passer rapidement dessus. Mais c'est-à-dire que voilà, il y a deux manières. Je voulais vraiment faire ce commentaire-là parce que pour les particuliers, pour vous, si vous souhaitez un jour investir sur des crypto-monnaies, il y a deux manières de vous sécuriser. Donc il y a les plateformes d'échange. Donc là après, où finalement le risque est porté par la plateforme, mais donc il y a eu des hacks de plateforme, même récemment, il y a eu plusieurs hacks de plateforme, mais il y a les plateformes ont énormément progressé en termes de sécurité, et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle des fonds d'assurance, qui fait que s'il y a une plateforme, par exemple Crypto.com, qui se sont fait hacker, je crois, 30 millions en début d'année, les 30 millions ont été restitués, alors en très grande majorité, restitués à ceux qui se sont fait hacker, parce que justement, il y a ces fonds d'assurance qui valent, qui sont en milliards, hein, donc 30 millions pour eux, voilà, c'est le risque qu'ils portent. Donc voilà, là, ça permet en partie de résoudre le problème de sécurité, ça commence à être de plus en plus sécurisé. Par contre, attention à vos wallets qui sont alors c'est pour ceux qui ont déjà des cryptos, mais c'est-à-dire que à vos wallets qui sont sur des wallets, on va dire, décentralisés, un peu comme MetaMask, parce que là il y a énormément d'augmentation d'arnaques
hein, où ils se servent finalement de votre méconnaissance via, par exemple, vous allez connecter votre portefeuille à une application, et en réalité, quand vous le connectez à l'application, je prends un exemple bête, hein, mais quand vous le connectez à l'application, en fait, vous signez la possibilité qu'ils viennent vous pomper votre portefeuille. Donc, faites attention parce que il y a énormément de personnes qui jouent sur les méconnaissances comme ça. Donc, voilà, il y a des projets qui ouvrent et ils partent avec l'argent. Enfin voilà, c'est pas régulé. Donc, il y a encore énormément de personnes mal intentionnées qui veulent, qui en veulent à votre argent. Et sinon, l'autre manière, si vous détenez des crypto-monnaies, c'est d'acheter un ledger qui permet, donc c'est des hardware wallets, des cold wallets, comme on appelle ça, qui vous permettent de les détenir sur une clé, une forme de clé USB, et donc de les sortir finalement de tout ce qui est, vous les sortez du réseau. Voilà. Donc je tenais quand même à faire pour tous les crypto-addicts ou les néo-investisseurs, je tenais à faire cette précision.